Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo IG. Comme chaque lundi 19h, on décrypte les dernières news économiques et bien sûr on parle pédagogie. Ce soir, c'est Nicolas Paillery qui m'accompagne. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Christophe. Nous parlerons ensemble tout à l'heure donc de pédagogie. On passe tout de suite au sommaire. Nous commencerons avec le débrief marché d'Alexandre Baradez. Nous parlerons ensuite avec Nicolas Paillery, CFD matières premières. Du côté de l'indicateur technique, on parlera du parabolique SAR. Et enfin, dans On ose la question, cette semaine, qu'est-ce qu'un slippage? L'Hebdo IG, c'est parti. On commence tout de suite avec le débrief marché d'Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre, aujourd'hui lundi 19 septembre, les marchés dans leur ensemble reprennent des couleurs après une semaine baissière. Mais est-ce que cela va durer? Car tout le monde a priori attend mercredi. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, on est au début d'une semaine où pour l'instant les marchés européens ont fait le choix du rebond, le CAC, le DAX notamment, après quasiment 10 jours de baisse précédant les décisions très attendues d'un côté de la Banque du Japon, ce sera mercredi matin, et de l'autre côté évidemment la décision de la Banque centrale américaine, avec cet aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est que le marché pour l'instant, malgré les baisses qu'on a eues sur les marchés actions européens et américains il y a quelques jours, eh bien, le marché de price pour l'instant que 20% de probabilité en ce début de semaine, que 20% de chance d'avoir une hausse de taux en septembre et 55% de chance d'avoir une hausse de taux en décembre. Donc on voit que le marché pour l'instant s'attend malgré tout à une Fed qui reste relativement accommodante et donc forcément quand on voit les niveaux actuels des marchés US, le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq, on se dit que toute surprise d'une Fed un peu plus agressive que ce que le marché attend ou éventuellement d'une Banque du Japon dès le matin qui serait également moins accommodante que ce que le marché attend, eh bien, on aurait des effets très baissiers sur les marchés européens et surtout sur les marchés US qui pour l'instant ont très peu corrigé par rapport à leur plus haut historique. Donc cette semaine, il y a très peu d'événements majeurs, ce sont surtout les deux principaux événements, Banque du Japon et Fed. On se verra quand même l'intervention de Mario Draghi le lendemain, donc dès jeudi, Draghi s'exprime, mais très peu de statistiques macro. Ce sont sûrement les deux réunions de banque centrale les plus attendues de l'année que nous aurons cette semaine, donc Banque du Japon et Banque centrale américaine. Clairement, je pense que le scénario que nous devrions avoir sur les marchés, le risque en tout cas que nous avons, c'est que le rebond de ce début de semaine ne soit que temporaire, qu'on trompe l'œil et que derrière, nous connaissions une vague de baisse après l'intervention des banques centrales notamment. Merci Alexandre. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours de 11h à midi, sauf le jeudi de 11h45 à midi et demi pour votre Market Live diffusé sur le site d'IG et en simultané sur la chaîne YouTube d'IG France. On passe maintenant au CFD de la semaine. Aujourd'hui, dans le CFD de la semaine, on parle matières premières agricoles. Donc je me tourne vers vous, Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trader au travers des matières premières agricoles? Ce sera vraiment toutes les matières premières issues de l'agriculture. Donc vous avez une liste non exhaustive qui s'affiche. Vous allez avoir le blé, le maïs, le soja, le riz, le café, le sucre ou encore le cacao. Il y en a d'autres, il me semble, comme le bétail par exemple. Le bétail, le bois de charpente également. Donc une liste très importante. Alors, au niveau de ces marchés, ça va coter sur quelle place? Plusieurs places. Côté outre-Atlantique, vous avez Chicago, la place principale. Vous avez également New York. Un peu plus près de nous, sur le marché anglais, vous avez le Life. Et vous avez également Euronext qui propose des matières premières agricoles. D'accord, donc les matières premières agricoles cotent en général sous forme de contrats futurs, c'est bien ça? Ça cote sous forme de contrat futur avec une échéance. Donc c'est en général une échéance mensuelle et vous êtes livré à l'échéance de la quantité que vous avez demandé. D'accord, donc ça c'est quand on est sur le marché en direct. En revanche, du côté des CFD, il n'y a pas de livraison. Bien évidemment, jamais de livraison physique du côté du CFD, donc vous ne serez pas livré soit de soja ou de bois de charpente à l'échéance de vos positions. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, à l'échéance, donc on ne va pas me livrer une tonne de farine devant ma porte. Complètement. Par contre, à l'échéance, on appelle le cash settlement, c'est-à-dire que vous allez matérialiser vos gains ou vos pertes en fonction du sens que vous aurez anticipé. Deuxième solution, c'est la possibilité de roller une position. Le rollover, c'est la possibilité de passer d'une échéance sur l'échéance d'après. L'avantage, c'est de ne pas avoir à clôturer sa position pour la réouvrir sur l'échéance d'après et de ce fait ne pas avoir à payer l'intégralité du spread. Parfait. Alors, on parle du côté des CFD. Donc chez IG, il existe plusieurs types de contrats, plusieurs formes. Tout d'abord, les contrats standards.
Les contrats standards qui vont répliquer parfaitement le contrat sous-jacent, mais vous avez également des mini-contrats, donc à vous de choisir en fonction de votre objectif de gain, en fonction des risques que vous êtes prêt à prendre, mais également et surtout en fonction de la taille de votre compte. D'accord, donc deux possibilités, contrat standard ou mini-contrat. Mini-contrat qui veut dire que l'exposition est moins importante. En revanche, au niveau de la cotation, là aussi, il y a une particularité, hein, notamment Alors, sur les devises. Tout à fait, sur la devise de vos plus ou moins values. Donc en fonction de la place de cotation de votre sous-jacent, vos plus ou moins values vont pouvoir être exprimées soit en dollars, soit en livres sterling ou encore en euros. Donc en fonction du marché, en effet, la devise pourrait être différente, hein, de ma devise d'origine. Alors, on a vu contrat standard, mini-contrat, mais là aussi, une autre particularité, c'est qu'on a la possibilité de trader en général les matières premières, soit au travers d'un futur ou au travers d'un contrat dit cash. IG vous propose effectivement des contrats cash. Donc soit vous êtes sur le contrat avec échéance et à ce moment-là, à la livraison, vous allez devoir soit rouler votre position, soit solder votre position. Mais vous avez également le contrat cash. Donc l'avantage, c'est que le spread est plus faible et vous allez avoir des frais de financement si vous êtes en position la nuit. Je parle de position la nuit, toute position ouverte à 23 heures. Très bien. On parle de l'effet de levier. Alors comment ça marche l'effet de levier sur les matières premières, les CFD matières premières agricoles? L'effet de levier, au maximum, il est de 100 pour le bétail, hein, vous le voyez sur votre écran. On a d'effet de levier de 50 hein, pour le cacao, 50 pour le maïs et le blé de Chicago également. Vous avez un petit peu moins le sucre, numéro 5, hein, x 33, le blé de Paris x 24 et vous avez le blé londonien x 15. Donc entre 15 et 100 pour l'effet de levier. Les mini-contrats, l'effet de levier est le même. C'est simplement l'exposition globale que vous allez avoir sur le marché qui va diminuer. Donc ce qui veut dire qu'en fonction du marché que l'on va trader, hein, les effets de levier sont différents. Contrairement aux autres marchés, si on prend le Forex ou les indices, on retrouve souvent le même effet de levier hein, en fonction des paires de devises par exemple. Là en revanche, il y a quand même une différence notoire, hein, c'est que l'effet de levier est différent selon la nature du marché. C'est cela, bien connaître l'effet de levier avant de commencer à entrer en position sur ce type de marché. Très bien, d'ailleurs on rappelle que l'effet de levier est important et donc il peut induire bien sûr des gains importants mais également des pertes. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous conseille très fortement de placer des stops hein, pour déterminer en amont le risque maximal que vous êtes prêt à prendre. Très bien. On parle des tarifs. Combien ça coûte de trader sur les CFD matières premières agricoles chez IG? Alors, il faut déceler deux types de contrats. Le contrat avec une échéance. Donc là, les frais de négociation sont inclus dans le spread. Pas de frais de financement si vous êtes en position la nuit. Donc, ce sont des contrats adaptés pour les positions moyen long terme. Quand vous dites frais de financement, c'est si je garde la position au-delà de la journée. Bon, là, on est sur des contrats futurs, donc il n'y a pas de frais de financement, mais ces frais sont des frais qui sont calculés la nuit, hein, si on garde la position, ce qu'on appelle overnight. Exactement, la position overnight pour toute position ouverte à 23 heures, toute position cash. Donc, pas de frais de financement pour les contrats futurs. En revanche, il y a des frais de financement si on est sur une position en contrat cash. En contrat cash, on l'a vu précédemment, IG vous propose des contrats sans échéance. L'avantage, c'est que le spread est réduit. Donc, c'est des positions adaptées pour les prises de position assez court terme. Par contre, vous avez des frais de financement si vous êtes en position la nuit, c'est-à-dire toute position ouverte à 23 heures. Parfait. Alors, juste pour conclure, il y a des risques. Lorsque l'on trade les matières premières agricoles. Le premier risque, donc, sont les aléas climatiques. Alors, les aléas climatiques sont un facteur extrêmement important lorsque vous allez traiter les matières premières agricoles, mais il y en a d'autres, donc vous n'allez pas pouvoir travailler uniquement sur le côté technique, faire attention à la demande mondiale, qui est très corrélée avec les prix des matières premières, et également tout ce qui va être innovation technologique dans le secteur agricole, qui pourrait faire augmenter les capacités de production. Très bien, donc il peut directement influer sur les prix. C'est cela. Parfait. Eh bien écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur la plateforme IG et de prendre un exemple de négociation sur le blé de meunerie Paris. Allons-y. Allons-y. Donc Nicolas, vous êtes connecté sur la plateforme de négociation IG dans le cadre d'un compte de démonstration. Alors comment fait-on pour aller rechercher un contrat matière première agricole
On a dit que nous allons donner un exemple donc, sur le blé de meunerie Paris. C'est cela, Christophe. Alors, toujours la même démarche. En haut à gauche, vous avez l'arborescence. Donc, vous voyez ici matières premières, métaux, énergie et également la même chose, mais pour les contrats mini. Donc, soit vous allez dans cette arborescence-là, soit vous tapez directement via l'onglet de recherche rapide. Donc, on va passer par l'arborescence, matières premières, métaux, énergie. Ensuite, matières premières, agricole, et vous cherchez parmi les sous-jacents que l'on vous propose. Donc vous avez tout en bas le blé, il y a plusieurs contrats, donc on l'a vu tout à l'heure, le blé de Chicago, le blé Londres, blé de Chicago et blé de meunerie de Paris. Donc on va prendre le contrat avec la date d'échéance. Donc là, on va prendre le contrat futur. Alors, si je souhaite savoir quel est le nominal de ma position, c'est-à-dire là, en effet, on parle d'un contrat donc sur le blé de meunerie Paris, mais si je prends un CFD, quelle est ma position réelle dans le marché? Alors, on va regarder ici via le menu déroulant, le ticket info, et là, vous avez toutes les infos nécessaires. Donc, la quantité minimum, la taille du contrat par pipe, donc 50 €. Ça veut dire que vous allez gagner ou perdre 50 € à chaque fois que le cours va évoluer de 1. Un pipe correspond à 1 € par tonne, ça veut dire que vous êtes sur un contrat de 50 tonnes. D'accord, donc là, si je prends une position, donc c'est l'équivalent donc de 50 tonnes sur le blé. Là, je vois que le contrat vaut aux alentours de 160 €, donc la tonne. Ce qui veut dire que si on passe de 159 à 160, je gagne donc 5 €. 50 €, pardon. 50 €, c'est cela. Parfait. On reprend également la couverture ici, 4,25%. Donc c'est le montant qui me sera immobilisé. C'est le montant minimum que vous devez avoir sur la plateforme pour pouvoir ouvrir la position. Il vous faut bien entendu plus que la couverture puisque vous devez toujours être capable de tenir les moins-values latentes. Parfait. On passe un ordre, Nicolas, à l'achat par exemple? Allons-y, donc on clique sur le sous-jacent en question, vient s'ouvrir le ticket. La première chose que l'on remplit, c'est la quantité. Donc on voit ici, si l'on achète un contrat sur le blé de meunerie Paris, on me demande 342 € de couverture. Pour en réalité donc une exposition dans le marché d'un peu plus de 8 000 €, puisque nous sommes sur 50 tonnes, donc 50 tonnes fois 161 €. C'est ça, 50 tonnes fois 161, un petit peu plus de 8 000 € sur le marché. On vous demande de bloquer 342 € pour pouvoir prendre cette position. Alors ici, si je souhaite faire un achat, il me suffit juste de cliquer sur le bouton achat. Vous anticipez une hausse des marchés, vous cliquez sur achat. Est-ce que l'on place un stop, une limite ou est-ce que l'on prend la position comme ça? Prenons la position telle qu'elle. On clique, on a la confirmation. Donc ce n'est pas à la clôture de la confirmation que votre ordre est dans le marché. C'est au moment où vous cliquez. Donc on ferme la confirmation, on revient sur position ouverte et on a le détail de notre position. Donc là, je remarque que l'on a actuellement une moins-value latente. Donc, elle correspond au spread de négociation dans lequel sont inclus les commissions. C'est ça, et les commissions d'ouverture, clôture de position et les éventuels frais de financement si vous êtes en position la nuit. Tout est compris dans le spread puisque l'on est sur un contrat avec une date d'échéance. Vous le voyez ici, c'est pour le mois de décembre 2016. D'ailleurs, Nicolas, c'est intéressant de parler de cette échéance puisque justement, quelle est l'échéance de mon contrat? Comment puis-je retrouver l'échéance sur la plateforme? Alors, toujours pareil, menu déroulant, ticket info, et là vous allez avoir un petit peu plus bas l'échéance, donc le 30 novembre 2016, 18h30 pour la clôture du contrat. Très bien. Si je souhaite négocier d'autres matières premières? Alors d'autres matières premières agricoles, vous l'avez ici dans l'arborescence, cacao, café, coton, maïs, bétail. Autres, avoine, soja, sucre, blé, vous avez vraiment les principales matières premières agricoles mondiales. Parfait. Eh bien, écoutez, merci Nicolas, c'était très clair pour la démonstration. Je rappelle néanmoins que le trading sur matières premières comporte des risques, ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant et prudent. Extrêmement prudent, le trading sur matières premières et le trading en général. Donc vraiment vous assurer que vous compreniez vraiment l'exposition globale que vous avez sur le marché et les niveaux de risque que vous allez prendre sur vos positions. Parfait, je dirais plutôt réserver une clientèle avertie, voire très avertie sur ces marchés. C'est ça, parce qu'ils vont réagir de manière, on va dire, un peu différente des autres marchés un peu plus classiques. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup. On passe maintenant à notre rubrique suivante, l'indicateur technique de la semaine.
Un indicateur simple cette semaine, on parle du parabolique SAR. Donc Nicolas, qu'est-ce qui se cache derrière cette parabolique SAR? Alors, parabolique SAR, c'est un indicateur, il fait partie de la famille des indicateurs de tendance. Donc ça va vous donner des tendances et des changements de tendance. C'est un indicateur créé par monsieur Wilder, Welles Wilder. C'est une figure assez connue dans le monde de l'analyse technique puisque c'est le père du RSI également. Donc qui aime en général les indicateurs de tendance. C'est cela. Très bien. Alors comment ça se passe au niveau du graphique? Comment ça marche? Alors, cet indicateur est représenté en points sur le graphique. Donc, ça vous permet d'identifier la tendance et les inversions de tendance. Donc, ça va agir lorsque les cours sont au-dessus de l'indicateur, les pointillés vont agir comme support et ça va vous donner un signal de tendance haussière. Lorsque les pointillés sont au-dessus des cours, ils sont en rouge, ça agit comme résistance, c'est un signal de marché baissier. Donc on peut l'utiliser quasiment sur tout. Ça marche pour tous les produits, pour toutes les unités de temps. C'est cela, utilisable sur tout type de sous-jacent et sur tous les horizons de temps. Donc ça veut dire que je peux aussi bien l'utiliser sur des indices, sur du forex, sur des actions, pourquoi pas. En revanche, il y a une particularité quand même sur les unités de temps, comme tous les indicateurs de tendance. Il vaut mieux quand même privilégier des unités assez longues. Exactement Christophe, plus vous allez être sur un horizon de temps moyen, long terme, plus l'indicateur va être fiable. D'accord. Alors, au niveau de l'interprétation dans le trading, on l'a vu, l'interprétation est relativement simple, puisque l'indicateur évolue soit au-dessus ou en dessous du cours. Alors, qu'est-ce que vous allez observer précisément ? Alors, on va observer déjà l'évolution des pointillés pour vous donner une idée de la tendance et également le croisement de l'indicateur avec les cours. Ça, c'est un signal d'inversion de tendance. Donc, ce qui veut dire qu'on se positionne, s'il y a un croisement, on se positionne soit à l'achat, si on passe en tendance haussière, ou éventuellement en vente à découvert, si on passe sur un signal baissier. Également, donc ça peut vous donner une indication pour entrer sur le marché, mais ça peut également vous donner une indication sur le moment sur lequel il va falloir sortir du marché. Alors je crois qu'il y a une précision quand même à apporter sur cet indicateur au niveau de la mise à jour en quelque sorte, puisque souvent on remarque qu'un indicateur et un croisement est validé en général à la clôture de bougie. Là, ce n'est pas le cas, je crois, sur la parabolique SAR. Ce n'est pas le cas, là, ça va être fait en instantané. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'indicateur va toucher le cours, à ce moment-là, le signal est donné à l'instant T, le signal est donné de manière immédiate. Très bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller sur la plateforme et de reprendre un exemple concret. Allons-y. Donc nous sommes connectés sur la plateforme graphique d'IG. Nicolas, vous avez repris quel sous-jacent? C'est le DAX, Christophe, sur un horizon de temps 1 heure. D'accord, alors si je souhaite ajouter le parabolique SAR, comment dois-je procéder? C'est très simple, l'onglet technique et vous avez ici le SAR. Donc vous cliquez dessus et ça vient s'ajouter de manière automatique. Donc directement sur mon graphique. Alors en effet, on constate les petits points verts et les petits points rouges, donc qui correspondent à des phases haussières et baissières. Exactement, donc là on voit toute la simplicité d'utilisation de cet indicateur. Donc première phase de tendance haussière, ensuite retournement de tendance, on change une phase baissière, une deuxième phase haussière, deuxième phase baissière et on repart ainsi de suite. Donc vraiment un indicateur assez simple à utiliser. Donc ça veut dire que à chaque changement de tendance, je peux prendre position. Donc quand les points repassent sous les cours, c'est-à-dire en vert, je me positionne à l'achat et ce qui me permet éventuellement comme ici par exemple, de refermer cette position, c'est-à-dire de l'ouvrir ici sur le premier croisement et de refermer cette position à un autre moment. Et la refermer à un autre moment et éventuellement réouvrir une nouvelle position short si vous pouvez trader dans les deux sens. Très bien. Alors, ça paraît quand même assez simple au niveau de l'utilisation. C'est extrêmement simple au niveau de l'utilisation. Comme tous les indicateurs techniques, l'analyse graphique n'est pas une science exacte. Vous le voyez ici par exemple, une phase haussière. L'indicateur nous demande d'entrer en position short. Et là, bien évidemment, on est sur un faux signal puisque la tendance haussière repart. Donc en effet, faux signal. Donc attention à ce type d'indication qui peut nous
nous tendre un piège en quelque sorte sur le marché. C'est pour ça, Christophe, qu'il faut coupler toujours un indicateur technique avec d'autres indicateurs techniques qui ne sont bien évidemment pas formalisés, calculés mathématiquement de la même manière. Très bien, donc d'où l'importance en effet de ne pas se limiter à un seul indicateur. Voilà, mais ne surchargez pas trop non plus vos graphiques. Ce que l'on cherche avant tout à savoir lorsque l'on regarde des graphiques, c'est de connaître le prix et l'évolution du prix. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup Nicolas. On passe maintenant à notre dernière rubrique, on ose la question. Slippage, ou encore slippage avec l'accent anglais, c'est un terme que l'on retrouve souvent quand les marchés sont volatiles. Alors à quoi ça correspond un slippage, Nicolas? C'est le glissement d'un ordre stop. Alors quand vous parlez de glissement, c'est quoi précisément? Précisément, ça va être la différence entre le niveau auquel vous avez placé votre stop et le niveau auquel vous allez être réellement exécuté. Alors pourquoi il y a des différences comme ça entre le niveau que j'ai placé pour mon stop, pour fermer ma position, et le niveau réel d'exécution? Le slippage, c'est la conséquence, Christophe, directe d'un gap de marché. Donc quand vous parlez de gap, c'est... Un fort écart entre deux ticks de cotation. Donc ce qui veut dire que si je suis victime d'un slippage, victime entre guillemets bien sûr, imaginons que j'ai placé mon stop à 95 €, le marché ferme à 100 € et demain on ouvre avec un gap à 80 €. Donc à ce moment-là, mon stop est exécuté à 80, donc cette différence entre 95 et 80, c'est ce qu'on appelle le slippage, puisqu'effectivement, on ne va pas pouvoir couper votre position là où vous l'avez demandé, puisque le marché lui-même n'a pas proposé ce prix. Vous êtes donc exécuté au premier prix proposé par le marché. donc qui dit gap dit risque de slippage important. Qui dit risque de slippage important et qui dit surtout une variation en termes de money management, puisque vous allez perdre plus que la somme que vous aviez initialement prévue avec ce stop. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de se protéger chez IG? Oui, c'est ce que j'allais vous dire, hein. C'était avant le plus gros risque sur les marchés. Ça ne l'est plus puisqu'IG vous propose des stops garantis. Le stop garanti, en plus du rôle de courtier, IG va jouer le rôle d'assureur. Il va vous assurer entre le niveau auquel vous avez placé votre stop et le niveau éventuel de réouverture du marché. Donc, ce qui signifie qu'avec le stop garanti, nous ne sommes plus victimes de cet effet de slippage. Si vous placez le stop garanti, effectivement, vous avez 100% de chance d'être coupé au niveau exact auquel vous avez placé votre stop. Alors j'imagine qu'il y a un coût quand même? Alors, il y a un coût, mais uniquement s'il y a eu un gap de marché et si votre stop a été slippé. Parfait. Eh bien écoutez, merci Nicolas d'avoir Merci, répondu Christophe. à la question du jour. On arrive à la fin de l'Hebdo IG. Vous pourrez retrouver ce numéro sur la chaîne YouTube IG France, mais également sur l'application mobile IGTV, disponible gratuitement. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo IG. D'ici là, bonne semaine et bon trade à toutes et à tous.